Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo de notre cours sur la théorie des organisations et après l'école classique, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'école des relations humaines qui est parmi les écoles des théories donc classiques. Et donc par rapport à cette école classique, les notions clés que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo, tout simplement, ça sera donc la satisfaction du travail au travail, la motivation au travail et la notion du management participatif qui est née avec cette école des relations humaines. Parmi les principaux auteurs de cette école, nous avons bien sûr Elton Mayo, Maslow, les travaux de Lewin et Likert, puis nous allons voir les travaux de Herzberg et enfin les travaux de Douglas McGregor. Pour commencer, nous allons déjà avant tout nous intéresser aux origines de cette école des relations humaines. Il faut noter que cette école, elle est inspirée en fait par la psychologie et plus particulièrement ce qu'on appelle le courant behavioriste qui, à la suite donc des expériences de Pavlov, elle étudie en fait le comportement des êtres vivants en fonction des stimulus de leur environnement. Donc à partir donc de cette inspiration psychologique, la fondation de l'école des relations humaines, elle remonte en fait aux expériences Hawthorne qui ont été menées dans les années entre les années 1924 et 1932. Et du coup, en 1924, aux États-Unis et plus précisément près de Chicago, tout simplement la direction des ateliers Hawthorne de la Western Electric Company, qui fabrique du matériel téléphonique, en fait, ils ont lancé une étude en collaboration avec des universitaires afin de comprendre les liens entre les conditions de travail et la productivité. Et conformément aux méthodes de la psychologie expérimentale, bien sûr, là on est dans la psychologie expérimentale, on a soumis un groupe d'ouvriers à des améliorations des conditions d'éclairage, donc à ce groupe expérimental, et en observant bien sûr en parallèle un autre groupe, donc un groupe aux conditions d'éclairage qui ont été inchangées, qu'on appelle un groupe qui est témoin, et tout simplement, chacun des deux groupes se savait en fait observer pour ceux à qui on a changé les conditions d'éclairage et pour le groupe témoin. Les résultats en fait furent un peu surprenants. Pourquoi? Parce que la productivité augmentait dans les deux groupes et se maintient dans le groupe expérimental malgré donc le retour aux conditions initiales défavorables. Et du coup, Elton Mayo, qui est un psychologue qui était en poste à l'université de Harvard, il va diriger ensuite en 1927 une autre expérience qu'il nomme l'expérience du test room. Cette expérience du test room, en fait, elle a consisté également à faire de l'expérimentation. Ils ont pris un petit groupe d'ouvrières qui acceptèrent donc d'être isolées dans une pièce et ont modifié en fait les conditions et les temps du travail ou encore les modes de rémunération. Et on constate en fait le maintien des gains en productivité en revenant à des conditions donc moins avantageuses pour les ouvrières. Et bien sûr ici, l'explication, elle est connue désormais sous le nom donc de l'effet Hawthorne. Lorsque les individus en fait se sentent ou bien se savent observer ou se sentent bien sûr l'objet d'attention, ils modifient le comportement, ici bien sûr dans un sens favorable. Et du coup, tout simplement à la suite du test room et donc de l'effet Hawthorne, Elton Mayo, il a conclu au final que les conditions et l'organisation du travail ne sont pas les seuls déterminants de la productivité de l'individu, mais plutôt la reconnaissance et l'intérêt que porte en fait la direction envers ses employés, les relations entre individus ou entre groupes, donc les relations affectives, d'ambiance ou de coopération qui comptent tout autant, voire davantage, et puis les relations d'autorité ne suivent pas toujours l'organisation officiel et tout simplement la productivité d'une équipe
Elle peut dépendre de l'autorité accordée à un membre prenant le rôle de leader informel. Et ainsi, Elton Mayo met en évidence l'importance de l'humain, son besoin d'estime, les relations informelles et ce qu'on appelle les phénomènes de groupe. Donc là, on est donc dans les origines de cette école des relations humaines. Et puis, avec donc l'émergence donc de l'intérêt à l'humain, il y a la question fondamentale en fait de la motivation. Et donc plus tard en 1954 avec Maslow, il propose en fait un modèle général pour comprendre le comportement des individus en faisant en fait le lien entre besoin, satisfaction et motivation. Et donc on connaît tous la fameuse pyramide de Maslow. Et du coup, les individus ont des besoins qui partent du besoin, donc la base de cette pyramide, du besoin les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi, et puis les besoins d'accomplissement. Et du coup, ces individus ont ces besoins qu'ils cherchent à satisfaire. Et tant que ceux-ci ne sont pas comblés, tout simplement, les individus ne sont pas satisfaits et agissent en fait. Et donc, l'ensemble des comportements déployés, tout simplement, sont le reflet de leur motivation. Et puis, ce modèle sera ensuite donc transposé au contexte de l'entreprise et va contribuer à l'essor de l'école des relations humaines et qui fait que de la motivation au travail, un objet d'étude centrale donc de cette école de la relation humaine. Et des études de Maslow qui s'est focalisée sur les besoins, tout simplement, on est passé de besoins à la productivité. Et tout simplement, les individus ont des besoins que l'organisation devrait satisfaire. Donc, pour être performante, elle doit satisfaire ses besoins pour arriver à une certaine motivation, et cette motivation va induire la productivité. Et donc, comment faire? Il faut connaître les besoins déterminants, puis les satisfaire. Et avec l'école des relations humaines, ce sont les besoins, en fait, quels sont les besoins? Ce sont les besoins d'estime de soi, de réalisation et d'accomplissement de soi qui sont primordiaux. Et pour répondre à ces besoins, tout simplement, l'organisation, en fait, devrait abandonner les principes de l'école classique de la gestion et donc revoir le style de management à rendre donc plus participatif. Donc, dans l'école classique, le management il était plus directif. Dans l'école des relations humaines, c'était en fait pour répondre à ces besoins, il faut revoir le style de gestion faire un management plus participatif, le contenu du travail qui est à enrichir et les structures organisationnelles donc à rendre plus horizontales. Et donc on verra tout au long de cette vidéo donc les détails de chaque élément. Alors, commençons déjà par la notion du management participatif ou bien ce qu'on appelle le management démocratique. Et ce sont les travaux de Kurt Lewin et de Likert qui sont les plus importants et qui montrent en fait la supériorité du management participatif sur le management directif et qui permet en fait, en renforçant la cohésion et la dynamique du groupe, tout simplement le management participatif permet de rendre les individus plus satisfaits, plus ouverts au changement et bien sûr atteindre des niveaux de performance individuels et collectifs plus élevés. Et une petite définition de ce management participatif, c'est tout simplement un processus de décision collectif impliquant tous les salariés, d'où également donc le management démocratique. Il ne s'agit pas simplement d'informer ou de consulter les salariés, mais de dialoguer, de négocier, de résoudre collectivement donc les problèmes et bien sûr de décider en commun des solutions et de leur mise en œuvre. Et parmi bien sûr les formes concrètes que vous allez trouver du management participatif, donc qui sont nombreuses et variées, on a la notion de groupe de travail, de cercle de qualité, de groupe d'expression, de groupe d'amélioration continue, d'équipe autonome et enfin de procédure de décision par vote collectif. Donc là, c'est un récapitulatif de toutes les caractéristiques du management participatif. Et du coup,
Likert, il a cherché en fait à relier performance de l'entreprise et style de management. Et sur la base, bien sûr, d'enquêtes par questionnaire, il a abouti en fait à une typologie des styles de management en distinguant premièrement, le style autoritaire exploiteur, c'est-à-dire que les décisions sont imposées par la direction avec contrôle, sanctions et menaces. Le style autoritaire paternaliste, et là, quelques décisions mineures sont laissées aux subordonnés et un système, bien sûr, de récompense est introduit à côté d'un système de sanctions et ce qu'on appelle les carottes et les bâtons. Et puis, il y a le style consultatif. Qu'est-ce que c'est? La communication, elle est descendante et ascendante. Les subordonnés sont consultés sur des décisions importantes, mais in fine, c'est la direction qui tranche. Donc là, c'est le style consultatif. Et puis enfin, le style participatif par groupe. Là, on a une certaine décentralisation de la décision. Les subordonnés sont véritablement associés donc aux décisions qui se prennent en groupe. Et puis la communication, elle se fait d'une façon libre, donc verticalement et horizontalement. Et puis, selon Likert, il constate que ce style participatif est le plus efficace pour obtenir les meilleures performances et pour motiver en fait les salariés. Il démontre aussi que les managers, ils sont en fait convaincus de la supériorité du style participatif, mais en fait, face à la pression donc des objectifs du court terme en fait, c'est-à-dire réaliser rapidement les objectifs, ils choisissent donc en fait par facilité en fait, le style paternaliste ou consultatif. Mais bien sûr, les managers reconnaissent la supériorité de ce style participatif. Puis, donc, après les travaux donc, de Likert et de Kurt Lewin, un autre auteur, en fait, il s'intéresse en fait au contenu du travail qui, selon lui, il faut enrichir le contenu de travail et bien sûr les sources de motivation qui vont être étudiées en fait par Frédéric Herzberg et qui fait en fait une distinction entre facteurs d'hygiène et facteurs valorisants et on est dans ce qu'on appelle la théorie bifactorielle. Pour Herzberg, donc, deux types de facteurs. Les facteurs qu'on appelle de contenu ou valorisants en fait. Et ceci détermine le niveau de satisfaction qui peut être fort ou faible. Et selon Herzberg, ces facteurs valorisants ou de contenu, déterminent en fait le niveau de satisfaction. Nous avons l'intérêt pour le travail, l'accomplissement au travail, la reconnaissance, la responsabilité et l'avancement. Et puis, selon Herzberg, en fait, plus le degré de satisfaction est élevé, plus les individus sont incités à agir et à faire des efforts et donc, par conséquent, l'augmentation donc de la productivité. Puis, d'autres facteurs ont été identifiés. Ce sont ce qu'on appelle les facteurs de contexte ou les facteurs d'hygiène qui déterminent ce qu'on appelle le niveau d'insatisfaction qui pourrait être fort ou faible. Et là, bien sûr, ces besoins, ce qu'on appelle les besoins physiologiques, d'éviter la souffrance et il s'agit en fait des conditions de travail, des relations de travail avec les collègues et la hiérarchie, de la sécurité de l'emploi, de la politique générale de l'entreprise et puis de la rémunération. Et il faut noter que si le degré d'insatisfaction est faible, tout simplement les individus sont dans un état de confort et ne sont pas incités à modifier leur comportement et du coup ça peut induire à la flânerie au travail et donc à la diminution de la productivité. Et en fait, au fond, Herzberg considère qu'il existe en fait ces deux types de besoins, d'accord, en fonction de ces facteurs. Donc, les besoins psychologiques de se réaliser et les besoins d'éviter donc la souffrance. Et bien sûr, les facteurs motivants sont ceux qui agissent sur le besoin d'accomplissement et donc sur la satisfaction. Et puis donc l'importance est donnée par Herzberg aux facteurs valorisants ou de contenu qui sont vraiment le haut de la pyramide de Maslow. Et puis
Autre intérêt qui a été donné dans cette école des relations humaines, c'est tout simplement l'importance des structures horizontales et la transversalité qui a été étudiée par Chris Argyris. Et en fait, il y a une certaine critique en fait de l'organisation taylorienne, c'est-à-dire on a une structure pyramidale qui est source d'insatisfaction et de démotivation. Et donc, cette critique, selon Chris Argyris, l'organisation taylorienne avec une division des tâches et un contrôle extrême maintient les individus dans un état infantile de soumission et de frustration. Tout simplement, il s'enduit des comportements improductifs, d'apathie, d'absentéisme, de turnover et carrément de conflit. Et selon Argyris, la solution, c'est de rompre avec la structure donc pyramidale de l'école classique pour construire une organisation saine qui libère l'énergie des individus. Et là, à l'organisation donc hiérarchique et verticale dans l'école classique, il faut préférer donc l'organisation qui est transversale et horizontale. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette structure horizontale ? Elle permet en fait de réduire les niveaux hiérarchiques, de travailler en équipe projet, pluridisciplinaire et transfonctionnelle et qui rassemble bien sûr des individus qui proviennent de différents services et de métiers. Elle permet également de favoriser la communication entre différents services ou départements. Et là, on parle de comité de liaison. Et puis de décentraliser le pouvoir de décision et donc bien sûr toutes ces caractéristiques, tout simplement ce type de structure requiert donc un management participatif. Et donc, après Chris Argyris, on va s'intéresser à la nature de l'homme au travail. Et là, c'est avec McGregor qui s'est demandé en fait quelle était la vision de l'homme au travail véhiculée par les théories du management. Et là, il en tire donc la célèbre opposition entre deux théories du leadership, ce qu'on appelle la théorie X et la théorie Y. Qu'est-ce que c'est ? En fait, McGregor, il va montrer que le style de management, il est déterminé par une idéologie ou des croyances. Et du coup, dans la théorie X, il constate que le style de management le plus fréquent est le style autoritaire et hiérarchique. Le manager en fait qu'il adopte considère les subordonnés comme des individus qui en général n'aiment pas le travail et cherchent à l'éviter. Il pense donc qu'il faut les contrôler, les surveiller et les contraindre par des sanctions. Donc on revient un peu à l'école classique. Et donc les individus acceptent ce mode de fonctionnement vu qu'ils n'aiment pas travailler par manque d'ambition et refus de responsabilité. Et puis, McGregor en fait, il va proposer d'adopter une théorie qu'il estime plus valable, c'est la théorie Y, et selon laquelle les individus aiment le travail et sont prêts à s'impliquer, à faire des efforts et à apprendre. Et ils sont également capables de s'autodiriger et de s'autocontrôler. Donc là, on est dans l'école des relations humaines. Et cette théorie Y induit tout simplement un management plus participatif, laissant initiative, autonomie et responsabilité aux individus et conduisant bien sûr à leur satisfaction et à la réalisation de leurs aspirations, tout comme bien sûr l'accomplissement des objectifs de l'organisation. Donc on a une certaine relation gagnant-gagnant. Et donc pour McGregor, la théorie Y, elle met au défi les managers d'innover, de découvrir de nouveaux moyens, d'organiser et de diriger l'effort humain. Donc là, nous arrivons à la fin donc des principaux contributions de cette école des relations humaines. Donc, si vous vous souvenez, dans l'école classique, la première critique qui a été donnée, c'est la déshumanisation donc des ouvriers ou des employés. Ici, dans l'école des relations humaines, tout simplement, il y a une certaine humanisation. Et donc, les principaux apports de cette théorie, tout simplement, qui est riche en enseignements, elle a très tôt fait un contrepoids en fait
aux excès du taylorisme, elle a développé une vision, comme j'ai dit, plus humanisante du travail et qui est bien sûr toujours d'actualité actuellement. Elle donne les fondements d'une gestion des ressources humaines qui modernise les pratiques de ce qu'on appelait alors donc l'administration du personnel, et elle révèle enfin les facteurs humains et psychologiques donc pour réussir la conduite du changement dans une organisation. Et bien sûr, les facteurs humains et psychologiques ont vu le jour avec la pyramide de Maslow. Mais toute théorie a ses limites. Et puis, de fortes critiques, en fait, ont été adressées aux travaux de cette école, donc l'école des relations humaines, sur le plan méthodologique et sur le plan pratique. Sur le plan méthodologique, en fait, il y a eu des difficultés à mesurer objectivement les états psychologiques et émotionnels des individus, vu que c'est difficile d'être objectif face à des états psychologiques et émotionnels, bien sûr. Et d'un autre côté, sur le plan pratique, vu qu'on s'intéresse à la psychologie, aux émotions, etc. Et du coup, la principale critique, c'est une manipulation possible donc des salariés. Donc voilà les apports et les limites de cette école des relations humaines. Et donc je vous invite bien sûr à faire comme toujours des recherches à côté par rapport aux auteurs et aux différents concepts. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo et bon courage.